Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour Muteki, une heure de son japonais. Et on a commencé avec une chanson d'un des copains de l'invité qu'on va avoir aujourd'hui. Alors on est là ici pour Muteki pour recevoir JB Anak qui vient de sortir Bâtard, un livre dont on vous a déjà parlé. Alors on va déjà le laisser se présenter parce que du coup il est en ligne et il attend qu'on lui dise bonjour. Bonjour JP. Est-ce que tu nous entends JB ? Ah merde. Walid, aide-moi. Donc Walid 2080 aussi avec nous justement. Je suis là. Bonjour. Il est là. Bonjour, il est là. vous m'entendez ? Voilà. Il suffisait que je l'appelle et voilà. C'est toi Beetle. Voilà, c'est ça. C'est Walid qui fait son Beetlejuice qui appelle JB 3 fois et ça marche. Alors Beetlejuice c'est 3 fois. Oui. Ouais. Et Candyman c'est 5 fois. C'est ça. Oui, c'est vrai. Non, c'est 3 fois aussi. Non, c'est 3 fois aussi. C'est Bloody Mary. Non, Bloody Mary 3 fois. Ça, c'est dans les films. Comment ça s'appelait, The Faculty ? Ah, je sais plus. Oh là là, on a Bref. perdu le compte. Bref, on est. Ça y est, on est plein dans le sujet de conversation là. On est absolument trop loin, exactement. Mais justement, on va parler de destination lointaine puisque Bâtard, donc le livre que tu es venu présenter, que tu as sorti, que tu es venu présenter à Paris notamment, retrace, en fait, nous emmène sur les traces et même plutôt ça de votre première tournée, de la tournée donc de Didamage dont tu étais la moitié du duo, au Japon. En 2005, mais vraiment, c'est écrit en plus d'une manière comme un road movie, mais en bouquin. Et tu nous emmènes avec vous, en fait. On est presque des passagers clandestins dans ta tournée. C'était vraiment volontaire de ta part d'écrire ça comme ça. Oui, absolument. En fait, j'ai vraiment cette obsession. C'est mon 2e roman et j'ai trouvé ma petite recette de cuisine que je compte continuer à appliquer. Mais il y a ce truc de refuser parfaitement l'exercice biographique pour embrasser au maximum la forme romanesque. C'est vraiment une forme d'invitation pour le lecteur pour partir dans une aventure à vitesse folle afin de retranscrire vraiment ce que je considère, comme on a vécu la vie sur la route avec mon grand frère à l'époque. Voilà, et ben en plus de ça, c'est la manière dont, en fait, c'est même plus le ressenti de votre tournée en fait qu'on a à l'intérieur du livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément tous les événements racontés de manière absolument précise avec le contenu précis dedans. Je crois qu'il y a quelques noms de clubs, il y a quelques noms de personnes qui ont été changés. C'est plus le ressenti et la manière dont vous avez galéré dans cette tournée. C'est impressionnant. Moi, je vous invite à lire ça. Justement, Bâtard, je l'ai dévoré véritablement, mais vous avez galéré. Est-ce que c'était vraiment comme ça ? Après, c'est une manière de voir les choses. Il y a effectivement une forme de galère, mais ça c'est intrinsèque. N'importe quel musicien indépendant qui a fait des tournées à moyen ou à longue échéance te le dira. C'est toujours galère de tourner dans des conditions indé. Mais voilà, il y a pas que ça à retenir non plus. Moi, je trouve que si jamais on doit reconnaître le côté galère, moi j'ai envie de le présenter sous le jour du loser magnifique parce que c'est galère mais c'est extraordinaire en même temps. Je veux dire, c'est presque surréaliste à quel point on est dans un monde irréel en fait quand on fait des tournées comme ça. Et c'est ça. Donc, ça. Ouais, tout à fait. Moi, je le vois. Pardon de te couper la parole. Je t'en prie. Je le présenterai plutôt. Et c'est aussi quelque chose que je fais ressortir dans ma manière d'écrire. Je le représenterais plutôt comme un ascenseur émotionnel. C'est cauchemardesque et c'est extraordinaire en même temps, en aller-retour incessant de A à Z. Ça n'arrête jamais. Voilà. Et donc en parallèle, et voilà, j'allais y venir, c'est qu'en parallèle, tu nous décris ce qui se passe sur scène et dans ta tête et dans vos têtes sur scène, et c'est on y est quoi, d'une certaine façon. On est en train de vous regarder faire quoi. C'est j'aime beaucoup le souci du détail, du ressenti que tu as justement sur ce genre de performance. C'est irréel, c'est véritablement le mot. Alors, j'avais jamais pensé à ce concept que tu viens de dire, mais avec ta permission, je suis très sincère. Avec ta permission, je le ressortirai dans de futures interviews, mais
l'idée du lecteur passager clandestin me plaît énormément. Ok. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça et ouais, ça raccourcit énormément beaucoup de discours et beaucoup de blabla en fait, des concepts aussi forts, tu vois. Donc moi, j'aime vraiment bien ce que tu as dit là, le lecteur passager clandestin. Je trouve ça super cool. Ça fonctionne bien. Oui, je l'ai fait comme ça. D'une certaine façon. Oui, c'est mon idée, effectivement. C'est exactement ça. Maintenant, c'est la mienne. J'ai fait comme ça. Mais en plus de ça, ce qui me renforce dans cette idée-là, c'est que derrière, en fait, parmi les chapitres, c'est des chapitres assez courts en plus de ça, donc on les grignote, mais véritablement comme si c'était des snacks quoi, et ça s'arrête jamais. Et à un moment donné, en fait, tu nous regardes et tu racontes d'où vous venez d'E-Damage, d'où les deux frères viennent. Et on en sait plus, même quand on connaît pas la carrière de D-Damage. Moi, j'avoue, je connaissais sans connaître. Moi, je connaissais parce que vous étiez passé à Mâcon en 2005 et que j'ai encore le CD de Sampleur de la Cave à Musique qui était donné à la presse à l'époque. Mais wow. Je l'ai apporté tant qu'à faire. Mais plus sérieusement, ceux qui connaissent pas D-Damage, je les invite aussi à lire Bâtard parce que c'est presque un manifeste aussi de ce que vous êtes, de ce que vous avez été, de ce que vous êtes toujours, parce que la musique est toujours dispo. Et des fois, vous faites des apartés. Et on a l'impression que tu nous regardes et que tu discutes avec nous, simplement. Ouais, après, c'est quelque chose qui ressort souvent dans beaucoup d'articles de journalistes qui invitent les gens à lire mon livre, même s'ils ne connaissent pas la musique ou la carrière de D-Damage. Et ça c'est vraiment un truc. Moi, Bâtard, c'est un livre que j'ai écrit en 2 ans et demi. Mon premier qui s'appelait Sale Chien, c'est un livre que j'ai écrit en 6 ou 7 ans. Donc en fait c'est surtout à l'époque où j'ai écrit le premier où je me posais beaucoup de questions sur la forme, et à un moment ça a fini par basculer et je me suis dit non mais il faut que je réussisse à écrire un livre qui va bien au-delà de la carrière de mon groupe. C'est pas uniquement à vocation commerciale dans le sens où je me dis bon, faut que je vende à des livres à un public qui va au-delà du public de ma musique. Non, c'est plus pour ce mot que tu viens de dire et qui colle bien à l'idée que je fais de mon travail, c'est ce principe de manifeste. Vraiment, ça c'est assez hallucinant. Depuis Sale Chien et ça le fait encore désormais avec Bâtard. Il y a des gens qui viennent me voir qui sont issus de scènes très 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 différentes, notamment il y a des mecs du jazz français avec qui j'ai parlé, qui avaient lu mon premier livre et qui s'identifiaient à ce truc alors qu'on fait une musique très 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 différente. Et c'est là effectivement que je me suis dit bon, j'ai réussi un truc. Il y a ce côté genre qu'est-ce que c'est la scène indé, qu'est-ce que c'est la scène underground. Je vais montrer ça aux gens et c'est aussi pour ça que je suis assez content d'avoir fait un deuxième coup avec ce livre, dans le sens où je reporte le truc, mais cette fois-ci on va au Japon et qu'est-ce que c'est au travers du prisme de cette société qui est complètement différente de la société occidentale. Et qui était en plus un Japon qui aujourd'hui n'existe plus. On est en 2005, on est avant les réseaux sociaux. Les Japonais commencent à se promouvoir sur Twitter à partir de quoi ? De 2006-2007, quelque chose comme ça. Et c'est devenu effectivement leur plateforme encore aujourd'hui, même s'ils vont migrer sur Instagram en ce moment. Mais c'était l'époque des flip phones, c'est l'époque des gyalous, c'est l'époque des sous-cultures qui s'affichent n'importe où. 2005, c'est même presque le début de la fin de ce Japon multicolore. Quoi. Oui, il y a un tout petit passage au détour d'une phrase où je me permets de le dire. On est à la fin d'une époque, mais en fait, je dis on la touche du bout des doigts. Comment dire, je me souviens plus exactement comme je l'ai exprimé. Oui. Mais on est vraiment sur en 2005, on est vraiment sur la dernière année qui correspond plus ou moins à la vision absolument idéale du Japon que nous avions dans les années 80-90, où on avait un pays en avancée technologique sur l'Occident. Ce qui, à partir du moment où l'Internet se démocratise pleinement de manière globale, devient finalement quelque chose d'un autre temps, quelque chose du passé. Mais ouais, vraiment, quand on arrive en 2005...
on est vraiment sur ce truc genre waouh, on est dans le futur. T'étais déjà fasciné par le Japon à ce moment-là, ou c'est une fascination qui t'est arrivée qui t'est venue en arrivant? Non, ma fascination pour le Japon, elle vient de mon enfance. Elle vient vraiment de mon enfance. Après, ça a été accentué à partir de mes, je dirais, 13-14 ans. Mais véritablement, ouais, ça vient de mon enfance. Après, c'est un parcours somme toute classique. Je pense pas que ça soit intéressant de trop développer là-dessus. Je vais pas vous parler de ma découverte des dessins animés, des cassettes vidéo de Jacques Canestrier ou des premiers mangas, tu vois. C'est somme toute, c'est assez classique, ce parcours. Okay. Après, effectivement, bon, j'ai un rapport assez passionnant à partir du lycée. J'ai une prof de théâtre qui m'a fait découvrir Marguerite Yourcenar, les traductions de Mishima. Au théâtre, on avait joué 5 nœuds modernes. C'était quelque chose d'assez unique. Grâce à cette prof, j'ai découvert la musique de No, par exemple. Quand même. La musique. Ouais. Oui, ça, c'est un truc assez dingue. Mais bon, la musique de No, en même temps, quand t'as une culture complètement éclatée de jeunes Français qui s'intéressent à la culture pop japonaise, t'as quand même un rapport, notamment dans la bande originale de Geno Yamashiro Gumi, pour la bande originale de Akira, où tu as effectivement des parties de musique classique qui sont concassées avec des trucs de synthétiseurs, de boîte à rythme, de techno, de modernité, en fait, comme on dit, avec cette phrase ultra méga éculée, Japon entre... ouais. Non, franchement, en fait, il y a un truc qui est cher, vraiment très 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 cher au fond de mon cœur, et que je veux aussi exprimer, que j'exprime dans ce livre, même si je donne ma vision qui est ultra méga super spé d'un Japon très spécial, underground, outcast, et pété du bocal, tout ce que vous voulez. Oui, je vais vous la dire, cette phrase, un Japon entre tradition et modernité. Ça y est. Ça y est, c'est dit. Non, je voudrais vous dire, et je pense sincèrement que certains d'entre vous, notamment une personne autour de cette table, une personne qui porte des lunettes, sera d'accord avec moi. Voilà. En fait, tu peux aimer le Japon et défendre ta vision de tout ce que tu connais, et en même temps être complètement amoureux des clichés représentatifs du Japon. Walid, une réaction. Ça n'est pas incompatible d'aimer les deux. Ouais. On n'est pas en guerre de chapelle à dire non, le Japon c'est ça plutôt que ça. En fait, moi, si tu veux, comme on dit, l'image de carte postale, l'image d'Épinal, je l'aime aussi. J'ai pas fait un livre à contre-pied de la vision guide du routard du Japon. En fait, c'est pas du tout ma démarche. J'ai juste cette proposition de montrer aux gens en disant, regardez, ça c'est la vision de mon expérience du Japon que j'ai expérimenté. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, avec Walid, on a cherché à manger du bœuf de Kobe, on a mangé des glaces multicolores ou des crêpes à Harajuku. Ça n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible, exactement. Normal, complètement. Non. En fait, j'aime ce grand tout qui contient ces paradoxes, ces choses incompatibles, mais tout de même qui réussissent à être compatibles malgré tout. Et j'aime ce truc-là, en fait, que justement on n'a pas en Occident, où on est plutôt en culture d'opposition, c'est guerre des chapelles. En fait, c'est ce truc que j'adore au Japon, où les contradictions sont beaucoup plus facilement intégrées et acceptées. 2080, une réaction aussi, du coup? Mais carrément. D'abord, j'aimerais dire que je suis hyper content d'être là pour parler du livre de JB que j'ai absolument adoré. Et il y a un truc qui m'a... vous parlez de entre tradition et modernité, et effectivement, c'est vraiment le poncif absolu quand on parle du Japon. Et pourtant, comme JB l'a dit, effectivement, il y a ces extrêmes qui sont présents et qui cohabitent. Mais il y a un truc hyper intéressant, c'est que je me suis posé cette question en lisant ce livre, c'est qu'est-ce qu'il y a entre tradition et modernité, c'est-à-dire si on imagine que ce sont deux pôles qui attirent chacun de leur côté, il y a quelque part au centre une espèce de zone où les forces s'annulent, où on n'est ni entre tradition ni entre modernité. Et en fait, cette zone-là, c'est vraiment
c'est vraiment l'underground en fait, l'underground artistique, je trouve, parce que c'est un endroit qui rejette absolument la tradition et qui en même temps n'a rien à foutre de la modernité. Il navigue comme ça sur cette espèce de ligne de crête sans vraiment avoir ni besoin ni envie de faire plaisir, d'adhérer, d'inspirer un futur ou une économie ou quelque chose comme ça. Et ça, vraiment, c'est un truc qui m'a fait voir cette expression entre tradition et modernité comme si en fait il y avait un interstice, et dans cet interstice il y a ce que JB tu décris dans ton livre, quoi, je trouve. C'est la plus belle définition de la porte du vortex temporel dans Stargate, là, ce que tu viens de dire. Exactement. C'est un vortex, effectivement, l'underground japonais. On en avait parlé, nous à Muteki, ça fait 25 ans qu'on est là, mais du coup, ce genre de groupe, et on va enchaîner sur peut-être une pause musicale, mais on n'a quand même pas présenté la chanson d'ouverture, qui est Kaopi, donc c'est un des DJ avec qui tu avais tourné en 2005. La chanson, c'est Mountain Startime, tiré de son album de 2002, Africa. Africa, mais il est tellement beau, cet album. Il est incroyable. Il est tellement incroyable. Donc je suis désolé de te couper la parole, j'étais obligé de dire ça, mais j'ai tellement de respect pour Kaopi. J'ai un pote à moi, Karim Bellossine, qui est un pote parisien qui est un digger, putain de digger de culture underground japonaise. Et c'est un mec qui a déjà acheté son billet d'avion pour aller voir Kaopi en concert à Tokyo. C'est pour vous dire le niveau. Et je crois qu'une des premières conversations que j'ai eues avec mon ami Karim, lorsqu'on a parlé de Kaopi, il m'a dit « Ah ouais, Kaopi, le Game Boy Boss. » Le Game Boy Boss, exactement. Complètement. Et alors, si je puis me permettre, vas-y. je me suis... alors, comme tu le disais en début d'émission, il y a une part de remaniement de la réalité. Je change notamment les noms de mes personnages, parce que les personnages existent sans vraiment exister. Et j'ai un très bon exemple à vous donner. C'est dans mon livre, il y a un personnage qui s'appelle Ida, qui est un batteur qui fait du circuit bending avec des Game Boy. Ok. Et en fait, Ida est la fusion entre deux personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai tourné, à savoir Nani, Nani Satoshima, qui est le batteur de Acid Mother Temple. Ouf, ok. Ouais, ça, c'est du putain de lourd. Ça va loin, effectivement, Acid Mother. Voilà, j'ai fusionné Nani, le batteur de Acid Mother Temple, avec Kaopi pour créer le personnage de Ida. Ok. Incroyable. Et à côté de ça, il y a Kaopi. À côté de ça, je ne révélerai pas personne qu'il y a derrière tous les personnages. Non, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une raison unique à ça, ou est-ce que c'est au feeling, parce que pour les besoins du récit, tu avais besoin de fusionner des fois les personnages ou de changer les noms de certains clubs? Voilà. En fait, c'est une évidence qui m'est apparue après les petits. Alors, c'est pas des problèmes énormes, mais j'ai eu des discussions pas très agréables avec certaines personnes après la publication de Sale Chien. Ok. Et je me suis dit que effectivement, il y a un principe de pudeur, de respect de la personne, de gens que j'aime, qui sont mes amis. Et puis voilà, au bout d'un moment, en fait, je décide de faire quelque chose de tous ces récits, mais c'est ma décision. Et je peux pas utiliser le nom de ces personnes sans... c'est assez bizarre, mais ça fait que moi, d'ailleurs, il y a par le passé une écrivain qui avait sorti un bouquin avec un personnage qui était influencé par ma personne, et ça secoue un petit peu les tripes. Donc effectivement, c'est pas plus mal de gommer un petit peu et de travestir très légèrement la réalité pour que ces personnes ne soient pas non plus reconnues par leurs amis, des membres de leur famille, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, c'est un petit peu plus corsé. C'est d'un point de vue légal. Bon, parfois, je raconte des choses qui peuvent être parfaitement répréhensibles. Ouais. Donc, c'est plutôt bien aussi de changer les noms à ce niveau-là.
Oui, parce qu'en plus de ça, alors on a vu que alors visiblement vous voyagez en plus en van, mais le carburant c'est pas que le pétrole, il y a aussi la weed. Alors pour d'autres raisons, notamment des raisons thérapeutiques. Et ça je connais personnellement, mais du coup oui, il y a aussi toute une partie du récit, enfin carrément en fait un fil rouge du récit qui est en fait l'herbe, tout simplement, pour plein de raisons, les raisons festives, mais surtout aussi des raisons thérapeutiques, parce que du coup tu nous expliques aussi la maladie de ton frère. Oui, c'est toujours en équilibre en fait. J'essaye quand j'écris, j'essaye toujours de faire des choses qui ne soient pas unidirectionnelles. Donc en fait là, il y a vraiment un discours à deux niveaux. Le premier, il est de l'ordre de l'intime, parce que je me dévoile beaucoup plus. Je nous dévoile, mon grand frère et moi, beaucoup plus dans ce deuxième livre que dans le premier. Mais également, c'est pas non plus un journal intime où je fais mon petit Calimero qui raconte ses problèmes. C'est-à-dire que ces problèmes, je les fais rentrer en confrontation avec un élément scénaristique qui est explosif, à savoir la répression des drogues au Japon. Exact. Et là, on est à un niveau olympique. Je pense qu'ils sont, franchement, je pense qu'ils sont pires que l'Iran. Les Japonais au niveau de la répression des drogues, et notamment des drogues douces, parce qu'ils ont cette théorie de principe de prendre le mal par la racine. Donc en fait, la drogue la plus inoffensive va être celle qui sera le plus sévèrement punie. C'est également, je crois que ça fonctionne de la même manière au Texas. Je suis pas sûr de moi en 2026, mais voilà, on est sur ce principe de on va taper vraiment à la racine pour éviter tout le développement du cartel, de la consommation, des réseaux, etc. Donc en fait, en gros, en 2005, au Japon, se faire gauler pour un pétard, c'est 5 ans de prison. Voilà. Et à côté de ça, dans le récit, on a un petit, on regarde par le petit bout de la lorgnette, un petit peu de l'hypocrisie qu'il y a derrière, effectivement, et notamment dans ce système répressif que tu viens de nous décrire. Ouais, sachant que dans oui, alors après, l'hypocrisie par rapport à ça, elle est partout. Je veux dire, on va pas développer sur l'hypocrisie du système d'amende qu'il y a en France. Elle est partout. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est de décortiquer le système hypocrite qu'il y a derrière ces lois au Japon, qui est complètement différent et qui est régi par une logique complètement différente de celle que nous, on a en France, en Europe, en Occident, etc. Ouais. Et que le débat effectivement ne se fait pas. On va enchaîner aussi parce qu'il est déjà 9h30 et qu'on est en direct et sans filet, donc le temps file. On va enchaîner sur une petite pause musicale. On n'a pas encore passé du D-Damage et on va pas avoir le temps de tout passer parce que j'ai carrément une playlist en fait en entier pour ça. Moi je pense qu'on va faire carrément d'une pierre deux coups avec une chanson de 2011, Sheikh Savage. Puisque du coup, en fait, au fil du temps, il y a plein de compagnons de route. On a parlé de Copy, justement. On a Shex. Et puis derrière, peut-être enchaîner sur un remix de 2080. Également. Voilà, 2080 qui est avec nous, on le rappelle, en studio. Donc voilà, on va enchaîner sur D-Damage versus Shex. Sheik Savage, c'est tiré de Brother in Death, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la chanson qui termine d'ailleurs l'album. Et toi, 2080, tu avais fait les remix Illuminati ? Je crois que c'était comme ça. Je sais plus comment tu avais appelé ça. Il y avait Alkaline Reefer, c'était Alkaline Reefer de 2080 et 100% 8, 100% 8. Voilà. Qui personnellement est mon préféré. J'adore les deux, mais 100% 8 c'est vraiment mon préféré dans les remixes qu'a fait Walid. Donc 2080% 8, voilà. Ok. Oui, 2080. Mais oui, tout à fait. C'est pas grave. Nissan Hachiju. Nissan Hachiju. Nissan Hachiju. Ça sonne super bien. Ok, ça sonne super bien effectivement. 2080 Nissan Hachiju. Avec nous en studio aussi et JB Anak au bout du fil, comme on dit à l'ancienne. Et on va en profiter, on va profiter de la pause pour régler l'histoire des casques. Mais ça, vous ne le savez pas, vous n'avez pas à le savoir. Ah, c'est réglé ? C'est réglé. Oh, c'est génial. Ok, ça marche. Allez, on est ensemble sur Mouteki, Sheik Savage pour commencer. Et ensuite, 2080% H, je vais le prononcer à la française. On est ensemble jusqu'à 10h.
東です。てめえは無敵を聞きやがれ。土曜だろうがよ。いつだって ?9 時から10時までに決まってるだろうが。ふざけんな。
l'enchaînement D-Damage avec des potes juste à l'instant, D-Damage versus Shex. Shex Savage pour le nom du track et D-Damage versus 2080 Niju Hachiju. C'est ça, Niju Hachiju Placento. Nissen Hachiju. Nissen Hachiju. Ouais, 2000. Nimaru Hachimaru. J'allais dire 2080, mais non, Nissen Hachiju, exactement. Nissen Hachiju Hate, Nissen Hachiju Placento Hate. Ouais, exactement. Fury Illuminati. Limixo. Exactement. Voilà, non, bah plus sérieusement, effectivement, donc avec 2080 qui est avec nous et JB Anak qui est au bout du fil avec nous pour la sortie, on le rappelle, du livre Bâtard qui est sorti donc tout début du mois, qui retrace donc la tournée de D-Damage en 2005, mais 2080, toi, tu as tourné avec eux en 2011. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur cette tournée-là? D'ailleurs, ça me permet de faire un bisou à Cyril Copigny aussi au passage. On avait dit qu'on le ferait à l'antenne. Mais surtout, voilà, comment ça s'est passé, cette tournée-là? Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Perso, j'en garde comme souvenir les meilleurs souvenirs, parce que c'est je pense, la tournée la plus épique, la plus merveilleuse en termes de souvenirs que j'ai aujourd'hui, parce que en fait, je suis un grand fan de D-Damage, je suis un grand fan des frères Anak, et j'ai eu la chance vraiment de les rencontrer. On s'est rencontrés, c'était en 2008, je crois, JB. Non. 2008, ouais, tout à fait. Ouais. Ah, c'est tard, je pensais qu'on se connaissait plutôt depuis... peut-être 2006. Parce que moi, ton manager de l'époque, je l'ai rencontré, Jean-Charles, que j'embrasse. Ouais. Jean-Charles, je l'ai rencontré en 2004-2005, donc je pensais qu'on se connaissait depuis plutôt... Bon, 2008, c'est assez tardif. Le premier EP que tu as fait, il est sorti en 2008 ? Ouais, il est sorti dans ces eaux-là. Ouais, donc t'as complètement raison, ok. Ouais, ça doit être ça. Et on a vraiment appris à se connaître pendant tout ce temps, où on s'est retrouvés relativement souvent sur des scènes. JB et Fred m'ont fait l'amitié de m'inviter quand ils pouvaient à jouer avec eux. Et un jour, ils arrivent avec cette proposition incroyable. Est-ce que tu veux faire une tournée avec nous en première partie au Japon, quoi. Mais alors, ce qui était rigolo, c'est que j'avais à ce moment-là une double casquette. Je faisais encore beaucoup de pixel art et je faisais encore. C'était au moment où j'avais sorti My Mega Drive, voilà, et tout, et JB m'avait demandé si je pouvais faire du VJ, quoi. Et c'était une question que je m'étais jamais vraiment posée à ce moment-là. Et je me suis dit let's go, on va choper un logiciel et on va apprendre à utiliser ça. Et je me suis retrouvé à faire des VJ pour D-Damage. Et c'est grâce à cette double casquette qu'ils ont réussi à m'insérer dans leur tournée en 2011, où je faisais leur première partie. Alors j'étais milieu de scène à ce moment-là, c'était vraiment des moments super. Et puis une fois que j'avais terminé, hop, je bougeais mon ordinateur sur le côté, je déconnectais la carte son, je branchais le câble vidéo, et là c'était parti pour le set vidéo pour D-Damage. Donc tu sortais pas de scène en fait? Non, je sortais pas de scène, mais en même temps, qui aurait envie de sortir de scène à ce moment-là, quoi. Et bien sûr, on a fait, je sais pas combien on a fait de dates, une bonne douzaine, un truc comme ça. C'était une grosse tournée, c'était sur 3 semaines, si mes souvenirs sont bons, et ils le sont rarement, mais je pense que là ça va. Arrête-moi si je dis des bêtises, hein, JB surtout. Ouais. Mais on a fait des grandes salles, on a fait des petites salles, on a fait on a eu des conditions qui étaient super confortables, et parfois on a eu des conditions qui étaient absolument horribles. Mais en même temps, je veux dire, j'ai de meilleurs souvenirs, et je pense que c'est ça aussi que tu voulais dire, JB, quand Damien t'a dit que c'était
galères, cette tournée. En fait, c'est les meilleurs moments qu'on retient finalement. C'est ces moments de galère. Sur le moment, c'est hyper difficile, mais en même temps, c'est les meilleures histoires. C'est les choses qu'on retient et qui a envie d'entendre un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles tu vois, genre ça c'est pas une bien histoire sûr. quoi. C'est effectivement, quand je me souviens à Shinjuku, t'étais dans un hôtel ultra chic, mais y a pas d'intérêt en fait à raconter ces trucs-là dans un bouquin, pour ma part, enfin dans la vision que j'en ai, quoi. C'est beaucoup plus intéressant de raconter. Je veux dire, j'aime pas la condescendance. J'ai pas envie de dire ouais voilà, après ce concert, on a eu une journée off au bord d'une piscine à boire des cocktails sur des transats en prenant un bain de soleil, quoi. C'est tout à fait inintéressant. Par contre, comment je me suis retrouvé en garde à vue dans un commissariat à Tokyo, ça c'est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, ça fait partie de ces trucs de remaniement de la réalité, parce qu'il y a, voilà, je pars de cette tournée de 2005, mais moi dans mon inspiration, j'ai picoré des trucs sur plusieurs autres tournées, et notamment dans la tournée qu'on a fait avec 2080 au Japon. Et il y a ce passage de Fukuoka à Tokyo. Je voulais qu'on en parle. On se fait accueillir par, disons-le clairement, un escadron de policiers à la gare. Ouais. Et je termine en garde à vue. C'est ma seule et unique garde à vue qu'on a fait au Japon. Je réitère le bisou à Cyril Copini qui organisait cette tournée, mais à l'époque il travaillait pour l'Institut français, donc c'était un petit peu tendu en fait, parce qu'on frise l'incident diplomatique là. Et en fait je me suis retrouvé en garde à vue au Japon parce que j'ai volé un chariot dans une station de métro dans le sud du Japon. J'ai volé un chariot qui se trouve être une propriété du service public. Ouais. Et il se trouve que j'ai été filmé par une caméra de surveillance. Voilà. Donc le système de surveillance et le système policier est ultra efficace là-bas. Donc forcément, en fait, ils ont pas eu à me courir après. Les policiers du Sud ont appelé les policiers de Tokyo pour leur dire voilà, tel train, tel wagon, Ouais. telle place. Vous avez ce passager qui s'appelle, en donnant mon nom, et vous l'attendez à la sortie du train. Et c'est la personne qui a volé un chariot dans la station de métro de Fukuoka. Et donc j'ai été accueilli par ce très joli comité, mais là on est vraiment proche de la Waffen SS, hein. C'était hyper flippant. Ultra flippant. Quand je dis escadron, Froid, hyper glacial. Et en plus de ça, bon, j'ai Walid comme témoin, il était là, quoi. Tout à fait. Mon frère et Walid ont été séparés, et moi j'ai été embarqué en garde à vue. Et la raison pour laquelle j'ai volé un chariot, tu t'en souviens, Walid, ou pas? Eh ben, c'est que la valise avait cassé ses roues complètement. Enfin, ton chariot Oui. qui te servait à Ah oui, donc tu t'en souviens pas en détail, donc. Non, je me parce souviens que tu avais cassé mon chariot, Walid. J'avais cassé le chariot. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait encore? C'est pas vrai. À chaque hall d'entrée de maison au Japon, on a un petit carré qui ressemble à un pédiluve dans lequel il y a toutes les chaussures, parce qu'il faut retirer ses chaussures. Tout à fait. Et lorsqu'on est sorti de la maison, Walid a décidé de prendre le chariot de matériel de D-Damage, et au lieu de le porter, il a décidé de le faire sauter au-dessus de toutes les chaussures. Et lorsque le chariot est tombé à terre, voilà. les 2 roues sont cassées. Bah, c'est toi qui t'es fait gauler du coup. Ok, 2080, je me reconnais dans ce tableau. Donc voilà, quelque chose que je ne dis pas dans le livre, mais 2080 est le responsable. seul et unique responsable de ma garde à vue au Japon. Maintenant, nous savons. Voilà. Tu veux dire que je suis le responsable de ce chapitre absolument génial, probablement le meilleur de ton livre. C'est le dernier cliffhanger du livre en plus de ça. Non, mais c'est après, pas vraiment. il y a un petit bonus croustillant Oui, après. alors, oui, effectivement. Chez les Black Panthers. Oui, oh punaise. Quand même. Non mais alors, Quand même. on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'était déjà juste Ouais, vas-y. simplement pour Ouais. très légèrement teaser, oui effectivement,
on a eu, bon, je vais pas la raconter, mais on a eu une aventure au Japon avec des Black Panthers japonais. Oui, exact. Et je voulais enchaîner derrière sur les Japonais qui sont tellement fans de l'Amérique qu'ils en deviennent plus américains que les Américains. Mais on en est des fois là, quoi. C'est-à-dire que on a l'ambiance. En plus, tu nous décris l'ambiance où, franchement, toi qui d'ailleurs a du sang africain plus que les Afro-Américains eux-mêmes, tu te retrouves à être. Oh, attends, comme tu y vas là. Faut pas déconner. Les Afro-américains non plus, mais. Non, j'ai infiniment plus de sang africain que les Japonais qui se prennent pour des Black Panthers, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Mais je pense à Fukuoka, mais je voulais qu'on en parle. Mais c'est vraiment passé cette histoire-là de votre hôte qui se fait bolosser par sa femme et qui est collectionneur de synthés anciens ou de matos anciens. Enfin. Oui, absolument. Donc là, en début d'émission, quand je te parlais de pudeur, oui, voilà, on va pas changer les noms, on est en plein dedans. Hein. Je peux pas révéler l'identité de ce monsieur. Non. Ouais. Mais alors, premièrement, je n'ai pas exagéré. Et deuxièmement, mon éditrice m'a carrément demandé d'édulcorer. Ah ouais. Okay. Elle m'a dit, je t'en supplie, il faut que tu enlèves tel passage et tel passage, c'est insupportable à lire. Okay. Elle m'a dit, on a compris la violence. Okay. Et j'arrêtais pas de lui dire, oui, non, mais dans la réalité, c'est aller encore plus loin. Fait, oui, mais au bout d'un moment, JB, c'est insupportable à lire. Et en fait, elle a réussi, et je suis très content. Hein, je suis très content du travail qu'elle m'a fait faire. Elle a réussi pour le bien du récit, pour le bien de la narration. À me faire. C'est pour ça aussi qu'il y a. Enfin, c'est romanesque pour plein de raisons différentes. Et là, également dans le fait d'atténuer, parce que finalement l'émotion ultra violente est suffisamment communiquée au lecteur, donc c'est pas la peine de trop pousser et d'aller plus loin. En vrai, c'est poignant. Mais effectivement, cette femme chez qui nous avons séjourné, j'en parle sur 24 heures dans le livre. Nous avons séjourné chez elle 72 heures. Wow. Voilà. Et ce type, donc comme tu dis, qui se fait bolosser. Et je suis léger en disant ça. Lisez le livre. Hein, ce sera voilà. J'ai pour le moment 3 personnes, à savoir des hommes français expatriés qui vivent au Japon, qui m'ont fait un retour sur ce passage et qui m'ont dit merci. Ok. Merci d'avoir brisé un tabou dont personne ne parle, à savoir le déséquilibre ultra violent qu'il existe dans les couples mixtes au Japon. Il y a quelque chose, c'est vraiment un tabou et c'est difficile d'en parler, surtout quand on est là-bas, mais ça reste effectivement quelque chose dont on parle très peu, voire pas du tout. Et là, si vous voulez, avec cette femme qui ne s'appelle pas Sachiko, voilà. Hein, j'ai changé son nom, on a une plongée immersive dans ce bain de tabou culturel qui était ultra violente. Okay. Ultra violente. Et finalement, j'en parlais encore hier soir avec quelqu'un qui a lu le livre. Et finalement, je vous le dis sans aucun masochisme, c'est mon personnage préféré du livre. Je l'aime infiniment. Sachiko, en fait, toute sa violence pour moi, c'est un peu compliqué ce que je suis en train de vous dire, mais je me suis pris dans la gueule un truc assez violent d'un pote qui m'a dit ouais, mais quand même dans ton livre, les personnages féminins sont c'est des tarés quand même. C'est pas beau de représenter la gente féminine de cette manière. Je lui dis mais mec, c'est pas mon avis. Et enfin là, il m'a dit taré ou folle, je ne sais plus, mais en tout cas, je lui ai dit, mais ce mot-là, il sort de ta bouche, c'est ta vision, c'est quelque chose que tu dis en déduction avec ton jugement. Mais moi, Sachiko ou l'autre personnage féminin qui est incroyable, que j'adore, qui s'appelle Aya, ce sont des femmes en révolte contre un système établi. Et ce système établi est tellement une machine à broyer les êtres humains qu'il en découle un comportement anormal. Ouais. Un comportement anormal qui, en première couche d'analyse critique, peut être analysé par le biais de la misogynie comme quelque chose de l'ordre de l'hystérie. Mais moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Ces femmes japonaises, je les trouve incroyables, et comme les personnages masculins japonais de mon livre,
tous et toutes, d'une manière très 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 différente, sont des personnes en lutte contre un système qui les écrase. Et ça a des répercussions très différentes sur les comportements de tout un chacun. Et donc, chez Sachiko, il y a ce comportement d'extrême violence. Et cette extrême violence, je la trouve belle comme une boule de feu, comme un putain de personnage démoniaque sur une moto de l'enfer qui écrase tout sur son passage. Oui, Vous voyez, quand je dis c'est ma personnage complètement. préféré, faut arrêter 2 secondes avec ce truc de victime bolos, parce que effectivement c'est son rôle, elle détruit Voilà. tout sur son passage. C'est le récit Mais, qui fait que. mais elle est incroyable. Mais ouais. Elle est incroyable. Et elle a un C'est- arc c'est- incroyable. Sachiko, Elle a un c'est le arc incroyable. cerbère de l'enfer. C'est le cerbère. J'adore cette femme. Bah, voilà, et on en revient. Ouais, puis, Vas-y, après, vas-y, j'ai ouais. pas lu le bouquin, donc je peux pas le dire, mais encore une fois, il y a des choses où effectivement il faut défendre les femmes, il n'y a aucun souci, etc. Mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est si c'était un homme, ça aurait été différent ou pas vraiment différent? C'est aussi Bah, une question qu'il faut toujours se poser. Toujours au travers de ce prisme d'analyse extrêmement basique que je ne partage pas. Si c'était un homme, ça serait un conquérant. Ouais. C'est incroyable. Hein, C'est pour ça, hein. Je un pense homme que- violent, c'est un homme qui va conquérir. Une femme violente, c'est une une folle, folle, c'est ouais. une tarée, Ouais, c'est une c'est ça. hystérique. Donc, faut arrêter pas une 2 question secondes de avec ce sexe, c'est pas une système question de d'analyse qui est sexe. complètement débile. C'est une Et psychologie. effectivement, faut... Ouais, c'est oui, une oui. psychologie à comprendre. Et effectivement, je comprends. Enfin, le Japon, je pense que beaucoup de gens ignorent la manière dont la société japonaise fonctionne en profondeur. Et je suis totalement d'accord pour dire qu'il y a des personnes qui luttent à différentes manières, parce que c'est une société extrêmement collectiviste. C'est-à-dire que si le clou sort de la planche, elle est immédiatement On tape marquée dessus. et tape dessus. Ouais. Donc il y a soit une révolte, soit une soumission, et tout ce qui est au milieu. Ouais. Ouais. Tout ce qui est entre soumission et révolte. Donc, Et ça pousse à des extrêmes, ça pousse à Exactement. à des comportements. qui ici sont perçus d'une manière caricaturale Tout à fait. et pas compris. Non, pas du tout. comprise. Pas comprise. Parce que nous, on a justement une société un peu plus. On a plus de liberté, plus de choix possibles à faire. Ouais. Et c'est Vas-y, ouais, un ouais. truc que je voulais dire là-dessus aussi. Effectivement, tu brises un tabou en parlant de ça, mais tu brises beaucoup de tabous, je trouve, avec ce livre, parce que l'image qu'on a en France de plus en plus à travers les réseaux sociaux, du Japon, l'image qu'on en a, qui est de plus en plus lissée, de plus en plus instagrammable finalement. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'œuvres, je sais même pas si j'en ai vu qui parlaient du Japon de cette manière-là, d'une manière aussi viscérale dans ses marges, dans ses excès, dans ce qu'il a de plus sombre parfois. Je trouve vraiment que tu abordes le Japon d'une manière que j'avais jamais lu avant, et je pense qu'en France ça fait du bien de voir aussi ces excès là. Voilà. Et ça me fait très plaisir, merci beaucoup, parce que pour être très honnête, avant de sortir le livre, très sincèrement, hein, j'avais vraiment très peur. Très peur que le livre soit mal accueilli, qu'il soit mal perçu, que je sois vu comme quelqu'un qui présente les choses de manière exotique et caricaturale, alors que c'est pas du tout mon but. Non, j'ai vraiment eu ce truc de représentation ultra brute d'un ressenti d'un Japon que je connais vraiment très très bien, qui m'est très familier, mais au travers de l'expérience personnelle. Ouais, c'est un récit. Et j'avais vraiment peur, et je suis hyper content quand je vois j'ai beaucoup par exemple insisté, alors 2080, je sais de qui je vais parler, je sais pas si vous connaissez messieurs, qui est Caroline Segara. Oui, bien Oui, sûr. bien sûr. Mais voilà, j'ai invité Caroline et son mari Cyril Lambin à la release du livre. Et en fait, c'était un peu l'épreuve du feu pour moi. Ouais. Moi, Caroline, je la connais depuis presque 20 ans maintenant, mais c'est pas mon amie non plus, c'est plus une relation professionnelle. C'est une personne dont j'aime énormément le travail, mais on est dans un autre monde. On est vraiment dans un autre monde. Caroline, c'est une très grande spécialiste du manga, c'est une très grande spécialiste de la J-pop. Je suis hyper fan de son travail. Mais quand je vous dis que c'était l'épreuve du feu, c'est que je me suis dit, putain, mais
quelqu'un comme Caroline Segarra, ça se trouve, elle va détester mon livre. Et c'est fou. Mais non, mais c'est peut-être aussi parce que je suis angoissé, mais j'ai vraiment été chercher un exemple de point de vue qui est... on peut pas faire plus à l'extrême inverse que ma position avec Caroline, et je suis hyper content parce qu'elle a fait des retweets, elle a parlé de mon livre, ça m'a tellement touché, tellement touché. Et c'est là où vraiment il y a cette crainte que j'avais avant la sortie du bouquin. C'était vraiment Caroline, pour moi, c'est le boss de fin de niveau. C'est genre, c'est bon, on a gagné. Si Caroline Segarra, elle apporte son support à mon livre, c'est que j'ai aucune crainte à avoir par rapport à cette peur de l'accueil de Bâtard par des fans du Japon vraiment super français otaku de fou, quoi, tu vois. Et là, je suis hyper content. Donc, je commence à me rapprocher de communautés qui potentiellement seraient des lecteurs que j'ai pas eu pour mon premier roman. Et ça me fait hyper plaisir parce que c'est vraiment genre, j'insiste sur cette notion de vision et d'expérience que je veux partager. C'est une proposition de lecture que je fais aux gens et j'ai envie d'élargir un petit peu pour ne pas rester cantonné à ce truc de le mec qui fait de la musique underground et qui en fait un portrait au travers de ses livres. Mais là, j'ai l'impression que mon deuxième livre va un petit peu plus loin que le premier à ce niveau-là, quoi. Ouais, je me permets de t'interrompre juste un tout petit peu parce qu'on est à 2 minutes et on va lancer la dernière. Mais c'est juste pour apporter cette précision, c'est que tu parles d'un Japon qui est violent, qui est rapide, mais c'est pas une critique en soi de cette violence. C'est plutôt vraiment tourné, je trouve, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection pour ces milieux-là qui sont des milieux en lutte, et c'est plus une critique du système que une critique réellement des personnes qui, d'une certaine manière, exercent cette violence. Elle peut être musicale, elle peut être comme le personnage de Sachiko, mais ces personnes-là sont comme tu l'as dit, des personnes en lutte, et on sent l'affection profonde que tu as pour ces personnages-là. C'est vraiment une lettre d'amour à la résistance face à ce système. Tout à fait. C'est vraiment là, Walid, c'est ce que tu viens de dire. Je m'y identifie à 100%. J'ai vraiment fait le truc j'ai vraiment voulu faire le truc comme ça. Et donc je suis content que ce soit accueilli de cette manière. Mais merci énormément. Alors oui, mais je suis entièrement d'accord, et on le trouve d'ailleurs en filigrane dans tout le bouquin. On parlait du côté féminin également de la chose, mais aussi les artistes eux-mêmes à un moment donné en fait balancent ce qu'ils ont sur le cœur à un moment donné dans le bouquin. On n'a même pas parlé de Urko le chien qui nous emmène aussi. On est accompagné effectivement par Urko durant tout le récit, qui sert de thermomètre en quelque sorte, finalement, de baromètre de l'atmosphère entre les deux frères. Mais là, il est déjà 10h. On va devoir déjà se quitter. Léo, on n'aura pas le temps pour les news et j'en suis désolé. On a une news. Dimanche commence le tournoi de sumo. Et ça tombe bien. Alors ça tombe mal pour Aonishiki et Ono Sato puisqu'ils seront absents. Mais ça tombe bien pour nous, pour la programmation musicale, parce que je voulais terminer avec la BO de Shinbo. C'est magique, merci. Les transitions, tout ça, voilà. Par contre, je voudrais quand même faire un mot à l'antenne pour Kenji Oba, parce que il faut rendre hommage à Kenji Oba qui nous a quittés cette semaine. Donc je voulais faire ce mot. Mon héros. Xor Gavan, exactement, voilà, acteur incroyable, mais qui continue à faire des galipettes jusqu'à 50 ans passés, quoi. Au cartooniste en 2011, oui. Et en 2013, 13 effectivement, à Nice. JB, merci énormément. Mais merci de votre invitation, messieurs. C'est un plaisir. Je réitère le bisou à Cyril Copini, qui est quand même le grand maître qui a orchestré cette tournée épique en 2011 d'Idamage 2080. Merci de votre invitation, bisous à tout le monde, bisous aux auditeurs, bisous Walid, et immense bisous d'amour à Caroline Segarra. Oui, gros bisous, qu'on connaît aussi, donc on lui fait des gros bisous. Une enfant de la radio d'ailleurs au passage, hein. Elle était sur Radio Junior il y a une vingtaine d'années maintenant. Oui, elle a commencé par la radio, Caroline Segarra, tout à fait. Elle a une voix de radio. Peu de monde le sait, mais moi je le sais. Effectivement. Allez, portez-vous bien. On se quitte avec, alors il n'y a pas la track
du tournoi de mai, mais il y a la track du tournoi de mars qui est très immersive et je vous propose de se quitter avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. Tchuss. On se retrouve la semaine prochaine, Jamatane.